Rapidement, alors officiellement je suis nommé jusqu'au 15, mais je sais d'une source sûre que je serai là jusqu'à la fin du mois de janvier, jusqu'au 28. Alors soit ensuite votre professeur légitime, non pas que je sois illégitime, c'est pas ce que je veux dire. Votre professeur de départ, professeur légitime, votre professeur de cœur si vous voulez, reviendra au début du mois de février. Soit il partira en congé longue maladie et vous avez des chances, ou la malchance, de m'avoir sur le dos jusqu'à la fin de l'année. Bon, alors en réalité, là, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Hein. Donc si je continue, bon, on continuera comme ça. Si M. Mougeot revient, bah, il continuera comme on faisait. Donc ne soyez pas inquiets. Dans tous les cas, ça va bien se passer. Pour cette histoire de prépa-bac, j'imagine que vous avez déjà... Ah, il est là lui aussi. Bonjour. Qui sont ces gens? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Comment votre nom de famille? L'endroit. Est-ce que Kylian est là? C'est moi. Bienvenue. Non. Oui, pour cette histoire de prépa-bac, peut-être que vous en avez déjà eu vent. Avec les collègues, nous avons discuté de l'éventualité de le rendre obligatoire ou facultatif. Certains collègues veulent le rendre obligatoire. Moi, pour des raisons très très particulières, en temps normal, j'aurais aussi rendu obligatoire, mais là, je préfère le rendre facultatif, puisque, évidemment, vous avez raté un certain nombre de semaines de cours. Le fait que vous ayez traité le même cours avec les deux groupes, ça a pu, ou pas, mais ça a pu, je pense que ça vous a fait prendre du retard. Et donc, à cause de ces problèmes-là, eh bien, il me semble que vous ne pourrez pas être vraiment totalement prêt, si jamais on est prêt un jour, à faire cet exercice de bac blanc avant fin février. Quand je dis prêt, c'est de le faire vraiment dans les conditions qui sont les meilleures, pour que vous soyez, pour citer Aimé Jacquet, dans vos meilleures dispositions. Voilà. Bon, alors, par conséquent, j'ai choisi de la rendre facultative, ce qui veut dire que ne compteront les notes uniquement qui augmenteront votre moyenne. Alors vous aurez tous une note, pour tous ceux qui participeront à l'épreuve auront une note qui leur permettra de voir à peu près ce que vaut leur copie. Hein. Mais je ne compterai que les notes qui augmenteront votre moyenne. De ce fait, il semble judicieux en ce qui vous concerne de participer à cet exercice qui constituera un entraînement pour vous. Puisque ça peut être bien d'être en condition d'examen 6 mois avant l'examen à peu près, un peu moins de 6 mois, 5 mois avant l'examen, pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Pour information, ce sera un sujet de type bac, donc il n'y aura pas de piège. Alors pareil, pour les sujets, on a décidé chaque prof fera son sujet de son côté. Donc ce ne sera pas les conditions optimales du bac blanc, malheureusement, mais pour les mêmes raisons que je vous ai énoncées juste avant. Donc comme vous avez traité avec M. Mougeot la notion de la liberté et en partie celle de la justice, et avec moi, nous avons fait la question de l'état, du droit, la notion de la science, la notion de la vérité. Vous aurez un sujet qui portera sur science-vérité, voilà, un sujet qui portera sur la politique, un sujet qui portera sur la question de la liberté. Comme il y a 3 sujets, et vous en choisissez un, eh bien vous traiterez celui dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Alors oui, il y a 3 sujets, vous en choisissez un. Ça voudra dire qu'il y aura 2 sujets de dissertation et un sujet d'explication de texte, et vous n'en faites qu'un. Non mais j'insiste, il y a 2 ans de cela, j'enseignais en Haute-Savoie. 3 ans. Et donc j'avais une classe de STI. Juste avant le bac blanc, je leur répète, alors ils étaient presque 40, ils étaient 38. Hein. Donc, imaginez un peu 38 STI survoltés dans un cours de philosophie. Et donc je leur expliquais qu'ils devaient traiter un sujet sur 3. Il y a la moitié de la classe qui n'a pas écouté. Basique. Quand ils sont arrivés le jour de l'épreuve, j'avais écrit c'était écrit noir sur blanc, vous traiterez un des 3 sujets au choix. Ceux qui n'avaient pas écouté se sont quand même pris de panique, ils n'ont pas eu confiance en la consigne. Ils ont donc demandé aux profs qui étaient là pour surveiller, qui étaient leur prof principal, qui était leur prof de techno, ce qu'ils devaient faire. Est-ce qu'ils devaient choisir un sujet parmi les dissertes et faire le texte, ou faire un sujet sur 3? Leur prof principal, qui était prof de techno aussi, a bien sûr contacté la collègue de philo qui était dans la salle d'à côté. Il a bien sûr regardé sur Internet, ça prend 2 minutes à faire d'ailleurs, hein, quelles sont les modalités de l'organisation d'un examen de philosophie. Il a essayé de m'appeler. Non, pas du tout en fait, il n'a pas du tout fait ça. Non, il a dit aux élèves, vous traitez 2 sujets. Voilà, donc
Voilà, on ne devient pas prof principal de STI par hasard, apparemment. Il faut avoir de sacrées lacunes en lecture pour y arriver, puisque bon, c'était quand même écrit noir sur blanc. Bon, enfin, bref. Voilà, donc quand je suis arrivé en conseil de classe, je lui ai dit, je l'ai quand même chaleureusement remercié d'avoir saboté mon épreuve de bac blanc. Donc pensez-y, un seul sujet sur trois. Euh, c'est écrit noir sur blanc, ne vous laissez pas déstabiliser par les conditions d'examen. Donc je vous conseille d'y aller, allez-y, c'est gratuit, ça vous permet de vous entraîner, vous n'avez aucune pression pour la note, donc si vous avez un 4, c'est pas grave, comme ça. Si vous avez un 18, c'est tant mieux. Donc à partir de là, allez-y. Comment ? Non, non, pas du tout. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous ne serez pas noté absent. Si vous allez en cours, vous allez en cours. Si vous allez, soit vous allez en cours, soit vous allez à la prépa bac, en fait. Oui, oui, non, non, oui. Donc, ça peut être. Voilà, donc, je vous conseille d'aller faire l'exercice. Ça vous entraînera. Alors, nous n'avons qu'une heure. J'aime pas trop avoir qu'une heure, mais bon, heureusement, j'ai 2 heures les autres cet après-midi parce que souvent, on perd du temps pour l'installation. Nous allons reprendre le cours. Oui. Non, mais si vous n'allez pas à la prépa bac, vous devez aller en cours. J'en sais rien. Votre prépa bac, c'est le lundi après-midi. Oui, mais monsieur, le Oui. lundi après-midi, normalement, il y a les 2 dernières heures, Alors, dans ce cas-là, si vous m'avez, moi, le lundi après-midi, le 25 janvier, je ne sais pas si c'est le cas, vous venez en philo, voilà, c'est tout. Moi, si je vois personne en philo, j'en déduirai que les gens sont à la prépa bac. Mais ça, je vais m'organiser avec l'administration. Écoutez, il reste encore 2 semaines avant que tout cela soit dans la boîte, un peu plus. Donc, soit vous allez en cours, soit vous allez à l'exercice de prépa bac. Vous choisissez. C'est, comme disent les Anglais, à la carte. Alors, reprenons où nous nous sommes arrêtés avec les autres, du coup. Donc, j'espère que vous avez récupéré le cours. Là encore, j'insiste, tout est sur Pronote. Tout est disponible. Il faut qu'on termine une partie de la... Tout est sur YouTube aussi. Une partie de la dictée. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Mettez des likes et des commentaires pour le référencement. Merci. Donc, nous sommes rentrés dans la deuxième partie. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec les STG tout à l'heure. Instrumentalisme et contingence dans la vérité. Donc, dans la première partie, rappelez-vous, on a traité la question du réalisme métaphysique et de la vérité-correspondance, ce qui supposait qu'il y avait une nécessité dans la vérité. La vérité, c'est le discours qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il est calqué sur la réalité. Pour les instrumentalistes, il n'y a pas de vérité calquée sur la réalité. Donc, il n'y a pas de nécessité dans le discours vrai. Pas de nécessité dans le discours vrai. Il est contingent, il dépend de nos représentations, il dépend du hasard, il dépend de tout un tas de choses. Oui. Non, non, mais alors, bon, c'est pas grave, je veux dire, ça fait combien de temps qu'on fait cours ensemble ? Novembre, décembre, 2 mois seulement, c'est pas beaucoup. Donc j'ai bien signalé, bien sûr, que depuis que j'ai pris ces fonctions, je mets le cours sur la plateforme YouTube. Alors j'avais mis le nom de chaîne là-bas, c'était la philo dans 78 en période de confinement, mais j'étais encouragé par ma conjointe à changer de titre pour pas me tirer les foudres peut-être de certains parents d'élèves, donc ça s'appelle maintenant de manière beaucoup plus sobre, cours de philosophie Lasserre. Donc vous avez tout le cours sur YouTube et vous avez tout le cours sur Pronote, écrit. Donc vous pouvez rattraper ce qu'on a fait avec les autres. L'idée c'est que je fais un seul cours pour que vous ne perdiez pas trop de temps. L'autre solution, c'était de faire le même cours avec les 2 groupes et de vous demander beaucoup de travail personnel. Mais je préfère faire comme ça parce que comme ça on a un cours comme ça qui continue. Ça me paraît mieux. Je préfère. Après, ça se discute. Donc on est dans le 2.1 et on est au deuxième argument qui réfute l'argument du miracle. Donc si vous avez bien écouté le cours, vous savez où nous en sommes. On réfute l'argument du miracle, c'est-à-dire l'argument qui est donné dans le 1.3. Et je dicte donc là les 2 derniers arguments qui permettent de le réfuter. Après, on va passer
à autre chose. Bon, alors, accrochez-vous. Je récupère le cours immédiatement. Donc, c'est ça, voilà. Alors, vous notez, donc, petit 2. Donc, on avait le petit 1, qui était la première réfutation de l'argument du miracle. Petit 2, deuxième réfutation. Excusez-moi, je ferme un instant, que nous puissions encore bénéficier un peu du chauffage, et nous reprendre des courants d'air dans peu de temps. Alors, vous notez, dans The Scientific Image, il est au tableau, dans The Scientific Image, donc là, cet après-midi, on fera un cours avec les autres que vous devrez récupérer. Dans The Scientific Image, Van Fraassen, il est au tableau aussi, dans The Scientific Image, Van Fraassen remarque que les théories qui ont réussi dans The Scientific Image, Van Fraassen, oui, c'est le titre du bouquin, oui. The Scientific... Van Fraassen? Non, il n'y a pas de titre, là ce sont juste des arguments. En fait, je numérote 3 arguments pour que vous puissiez bien les distinguer les uns des autres. Dans The Scientific Image, Van Fraassen remarque que les théories qui ont réussi sont peu nombreuses. Il remarque que les théories qui ont réussi sont peu nombreuses. Point. Oh, excusez-moi. La rareté de ce succès peut s'expliquer. La rareté de ce succès peut s'expliquer. La rareté de ce succès peut s'expliquer. Non, il n'y a pas de titre. Oh là 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 là, mon Dieu. Bon, je reprends. Donc en fait, je donne 3 arguments et je mets petit i, petit 2, petit 3 pour les distinguer les uns des autres. Mais là, il n'y a pas de titre, ce sont juste des arguments. Il faut arrêter d'être obsédé par les titres. Bon. Donc la rareté, excusez-moi, de ce succès peut s'expliquer par le fait que les théories sont sujettes. La rareté de ce succès peut s'expliquer par le fait que les théories sont sujettes à un processus de sélection comparable à la sélection naturelle. Donc, la rareté de ce succès peut s'expliquer par le fait que les théories sont sujettes à un processus de sélection comparable à la sélection naturelle. Point. C'est bon, comparable à la sélection naturelle. C'est bon, vous y êtes? C'est bon. Point. Beaucoup de théories entrent en concurrence les unes avec les autres. Beaucoup de théories entrent en concurrence les unes avec les autres. Point. Beaucoup de théories entrent en concurrence les unes avec les autres. Point. La plupart sont rejetées, puis oubliées. Point à la ligne. La plupart sont rejetées, puis oubliées. Point à la ligne. Oui. Comparable à la sélection naturelle. Et après, point, beaucoup de théories entrent en concurrence les unes avec les autres. Point. La plupart sont rejetées ou oubliées. Puis oubliées, voilà. Les oublis, quoi. Point à la ligne. Or, il est normal, au sens statistique du terme. Là, je fais appel à vos connaissances en statistique, bien sûr. Or, il est normal, au sens statistique du terme, que quelques théories rencontrent par hasard,
que quelques théories rencontrent par hasard un certain succès là où toutes les autres échouent. Il est normal, au sens statistique du terme, que certaines théories rencontrent par hasard un certain succès là où toutes les autres échouent. Point. Le contraire serait d'ailleurs très surprenant. Point à la ligne. Et je vais vous donner un genre d'exemple, une expérience de pensée. Nous allons faire ensemble une expérience de pensée. Vous êtes prêts? Prêtes? Imaginons une loterie, avec un seul T, bien sûr. Allez, on aime bien les loteries en philosophie. Je suis désolé, c'est comme ça. Point à la ligne. Donc, notez, imaginons une loterie pour laquelle la probabilité de gain est de 1 sur 10 millions. Imaginons une loterie pour laquelle la probabilité de gain est de 1 sur 10 millions. Bon, P de x égale g est égal à 1 sur 10 millions. Quoi. Imaginons une loterie pour laquelle la probabilité de gain soit de 1 sur 10 millions. Point. Cette loterie donne lieu pendant 50 ans à un tirage hebdomadaire. Cette loterie donne lieu pendant 50 ans à un tirage hebdomadaire qui rassemble systématiquement des millions de joueurs. On dirait un peu la voix Google. Cette loterie donne lieu pendant 50 ans à un tirage hebdomadaire qui rassemble systématiquement des millions de joueurs. Point. C'est comme quand vous jouez au loto. Ça, c'est expliqué sur YouTube, sur la plateforme. Abonnez-vous, etc. Likez ça. Des millions. C'est comme le loto, quoi, si vous voulez. Point. Il est statistiquement normal que, par hasard, il y ait déjà eu plusieurs vainqueurs. Il est statistiquement normal que, par hasard, il y ait déjà eu plusieurs vainqueurs. Point. Cela aurait été au contraire un miracle. Cela aurait été au contraire un miracle. Cela aurait été au contraire un miracle si personne n'avait jamais remporté la loterie. Cela aurait été au contraire un miracle si personne n'avait jamais remporté la loterie. Cela aurait été au contraire un miracle si personne n'avait jamais remporté la loterie. Point. On comprend ainsi par analogie qu'il n'y a rien de miraculeux à ce que certaines théories réussissent par hasard. On comprend ainsi qu'il n'y a rien de miraculeux
à ce que certaines théories réussissent par hasard. Point à la ligne. L'argument du miracle, virgule, en faisant du hasard un miracle, virgule, l'argument du miracle, virgule, en faisant du hasard un miracle, virgule, propose un raisonnement douteux. Ça, c'est la manière euphémisante et polie de dire que c'est juste nimp. Mais bon. Donc l'argument du miracle, en faisant du hasard un miracle, propose un raisonnement ou un argument douteux. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Alors, ici, on parlait de Thomas Kuhn. Alors, je m'engage solennellement, si je reste prof dans CC jusqu'à la fin de l'année, à organiser un tournoi de Smash Bros à la fin de l'année. Mais vous jouez qui vous voulez. Mais Mario Kart, je suis pas très favorable parce que je trouve que c'est un jeu qui, à niveau égal, ne fait appel qu'à la chance. Moi, quand je joue online à Mario Kart, maintenant, ce que je fais, c'est que j'en ai marre d'être en tête toute la course et de me prendre 2 ou 3 carapaces bleues. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets 12e pendant les 2 premiers tours. Et puis, généralement, je me prends des bonus complètement cheatés. Je finis toujours systématiquement dans les 3 premiers. Sans effort, sans forcer. Vous avez un classement ? Je sais pas, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Mario Kart. Je sais pas, j'étais dans les 7000 par là, un truc comme ça. 7-8000, je sais plus. Peut-être 9000. Ça fait longtemps. Oui, on commençait à 1000 et je crois que j'étais à 8000 et quelques, un truc comme ça. Ouais. Mais j'ai arrêté de jouer, ça me gonflait. Au bout d'un moment, je trouvais ça trop cheaté de gagner des courses en restant 12e tout le long. Et puis... C'est quand même très très malhonnête de jouer comme ça. Vous vous retrouvez avec deux boulets de bille, 3 étoiles, vous grillez tout le monde, c'est terminé. Quoi. Absurde. Je préférais de très loin Mario Kart 64 qui faisait beaucoup plus appel au skill et qui faisait beaucoup moins appel à la chance. Donc, un jeu beaucoup plus amusant à speedrunner par exemple, parce que beaucoup plus honnête. Si vous voulez. Bon. Alors que Mario Kart 8, c'est vraiment pour les bébés. Quoi. On voit que vraiment... ils ont vraiment... enfin bref. J'ai joué beaucoup à ce jeu, mais je ne le supporte plus. Smash Bros est un jeu plus honnête. Le travail est récompensé. Sauf bien sûr quand vous jouez contre des gens qui lag. Vous savez, quand vous vous trouvez en ligne contre ce joueur de Samus qui dans un champ de bataille se met sous une plateforme et spam les projectiles et vous n'avez aucun moyen de l'approcher parce que le moindre saut que vous faites ça lag. Alors vous voulez sauter faire une attaque mais bon bien sûr ça répond pas. Donc au lieu que votre attaque sorte mais vous prenez un vieux grab tout dégueu, vous vous retrouvez en dehors de l'arène. Enfin c'est... Je vous jure, il y a des moments, je crois que j'ai cassé une manette un jour à cause de ça. Ceux-là, je les signale systématiquement. Je les signale, puis je les bloque. C'est-à-dire anti-jeu. Anti-jeu, lag, sans compter tous ceux qui rage quit. Donc les mecs, vous leur mettez 3 stocks, ça y est, ils se déconnectent et puis vous partez pas avec des points. Quoi. Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'en plus, ils lag, vous les 3 stocks, puis en plus, ils rage quit. Donc là, c'est insupportable. Ça, c'est signalé direct, oui. C'est qui votre main sur Smash? Oh non, c'est Min. Min. Oui. Oh là là. Moi, je pense Steve. Non, mais Steve, il est nul. Enfin, Non, Ouais, mais ça parce qu'il dépend. est marrant. oui, il est marrant. C'est très fort. Mais il a aucune range. Oui, mais c'est très fort quand même quand on arrive. Il suffit juste de savoir utiliser le carton. Ouais, mais prenez le match-up chart Min Steve, à mon avis, et Steve, il est très loin derrière. C'est horrible, c'est pas drôle. Si, j'adore. Surtout dans les où il n'y a pas de plateforme. Moi, c'est Min et Game & Watch, les deux mains. Ouais. Ça, Game & Watch, c'est plus dur. Bref, voilà, j'ai parlé de Smash pour vous faire reposer un peu la main, mais malheureusement, il va falloir continuer à écrire, sauter une ligne, et petit 3, troisième argument. Alors, en fait, si vous voulez... Oui, là, c'était l'argument de Van Frassen, qu'on appelle l'argument de la sélection.
comparable à la sélection naturelle, vous avez compris. Et là, maintenant, on va donner l'argument de l'incommensurabilité. Mais tous... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on y va. On sait notamment, grâce à Kuhn, il est au tableau. On sait notamment, grâce à Kuhn, Thomas Kuhn, c'était un physicien et un philosophe des sciences. On sait notamment, grâce à Kuhn, vous pouvez noter entre parenthèses le titre du bouquin. Donc le titre du bouquin entre parenthèses, il est très très bien ce livre, vous pouvez le lire si vous avez le temps. La structure des révolutions scientifiques, paru en 1962. La structure des révolutions scientifiques, 1962. La structure des révolutions scientifiques, 1962. C'est pas très très loin de nous, il n'y a même pas 60 ans. Donc on sait notamment grâce à Kuhn que les théories scientifiques sont, vous pouvez noter le mot en rouge, incommensurables. On sait notamment grâce à Kuhn que les théories scientifiques sont incommensurables, et soulignez-moi ou notez-moi en rouge le mot incommensurable. Sont incommensurables. Point. Donc, on va expliquer ce que ça veut dire, ne vous inquiétez pas. En effet, les nouvelles théories ne s'inscrivent jamais dans la continuité des anciennes. En effet, c'est ça qui veut dire qu'elles sont incommensurables. En effet, les nouvelles théories ne s'inscrivent jamais dans la continuité des anciennes. En effet, les nouvelles théories ne s'inscrivent jamais dans la continuité des anciennes. Point. Au contraire, l'émergence d'une nouvelle théorie, s'accompagne de ruptures, virgule, et avec ces ruptures, d'une révolution scientifique. Au contraire, l'émergence d'une nouvelle théorie s'accompagne de ruptures, et avec ces ruptures, d'une révolution scientifique. Et ça, on y reviendra dans le 2.3 assez en détail. Parce que ça a des conséquences sociales importantes. Point. Par conséquent, il est difficile, voire impossible. N'écrivez jamais voire même, c'est un pléonasme. Même et voir, c'est la même chose. Même si c'est une faute que l'on fait souvent. Par conséquent, il est difficile, voire impossible, de soutenir, que deux théories incommensurables, il est difficile, voire impossible, de soutenir que deux théories incommensurables sont toutes deux vraies au sens réaliste métaphysique du terme sans H. Donc par conséquent, il est difficile, voire impossible de soutenir que deux théories incommensurables sont toutes deux vraies au sens réaliste métaphysique du terme. Vous comprenez, puisque les hypothèses qui les sous-tendent sont contradictoires. Au sens réaliste métaphysique du terme. Point à la ligne, je vais donner ici quelques exemples qui vraiment illustrent cet argument. Un réaliste scientifique au XIXe siècle. Un réaliste scientifique au XIXe siècle.
soutiendrait que la théorie de Newton est métaphysiquement vraie. Un réaliste scientifique au XIXe siècle soutiendrait que la théorie de Newton est métaphysiquement vraie. Point. Or, on sait que cette théorie est empiriquement fausse. Par l'expérience, on le sait. Or, on sait que cette théorie est empiriquement fausse. Point. Ça, c'est le premier exemple que je vous donne qui est un exemple argument, en fait. Que penser alors d'un réaliste qui tiendrait pour métaphysiquement vraie la théorie d'Einstein? Que penser alors d'un réaliste qui tiendrait pour métaphysiquement vraie la théorie d'Einstein, point d'interrogation. Que penser alors d'un réaliste qui tiendrait pour métaphysiquement vraie la théorie d'Einstein, point d'interrogation. Vous voyez qu'on ne peut pas soutenir en même temps que la théorie d'Einstein et la théorie de Newton sont vraies. C'est pas possible. Elles sont contradictoires. Donc, que penser alors d'un réaliste qui tiendrait pour métaphysiquement vrai la théorie d'Einstein, point d'interrogation. À la ligne. Pour comprendre les événements antérieurs au Big Bang, donc pour les créationnistes, imaginez qu'il y a eu le Big Bang. Voilà, faites l'expérience de pensée. Pour comprendre les événements antérieurs au Big Bang, virgule, la cosmologie, donc cette branche de la physique qui étudie ces événements-là, la cosmologie a besoin d'unifier la théorie de la relativité et la mécanique quantique. La cosmologie a besoin d'unifier la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Quantique, c'est QU, hein, c'est pas un K. La cosmologie a besoin d'unifier la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Point. Or, ces deux théories sont incommensurables. Or, ces deux... Oui. Alors, c'est pas grave. Donc, pour comprendre les événements antérieurs au Big Bang, la cosmologie a besoin d'unifier la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Donc, la cosmologie a besoin d'unifier la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Point. Or, ces deux théories sont incommensurables. Or, ces deux théories sont incommensurables. Point. En conséquence, au moins une des deux est empiriquement fausse. En conséquence, au moins une des deux est empiriquement fausse. En conséquence, au moins une des deux est empiriquement fausse. Point. En réalité, les deux sont certainement fausses. En réalité, les deux sont certainement fausses. Point. À la ligne. Il est donc désormais impossible de soutenir rationnellement. Il est donc désormais impossible de soutenir rationnellement
Il est donc désormais impossible de soutenir rationnellement que les théories scientifiques sont de bonnes approximations de la... C'était bizarre ça. De la réalité. Point, là vous allez sauter une ligne, je vais donner un dernier petit paragraphe, mais qui vous permettra de répondre à une... Important ce paragraphe parce que, en fait, il y a encore des philosophes réalistes. Il y a une vraie discussion entre le réalisme et l'instrumentalisme et l'anti-réalisme. Et il se peut que vous tombiez sur un professeur réaliste et qu'il se fasse en lui-même, si vous écrivez une copie ou vous défendez une position anti-réaliste, on va dire, enfin anti-réaliste métaphysique, il se peut qu'il vous fasse une objection et qu'il se dise que vous ne l'avez pas vu et ça pourrait le mettre dans l'embarras. Donc, on répondra ici à cette objection. Donc, sautez une ligne. Les réalistes se défendent. Les réalistes se défendent. Ils se défendent généralement comme ça. Quand je vous dis que les réalistes se défendent, c'est vraiment comme ça. Il y a une professeure actuellement au Collège de France qui s'appelle Claudine Tiercelin, qui est réaliste et qui défend, qui affirme cette objection. Les réalistes se défendent en affirmant que les équations de la gravité newtonienne, les réalistes se défendent en affirmant que les équations de la gravité newtonienne les réalistes se défendent en affirmant que les équations de la gravité newtonienne peuvent être déduites de la théorie de la relativité. Peuvent être déduites de la théorie de la relativité. Point. D'après eux, cela prouve que la théorie de Newton, d'après eux, cela prouve que la théorie de Newton est une approximation de la théorie d'Einstein. D'après eux, cela prouve que la théorie de Newton est une approximation de la théorie d'Einstein qui est elle-même une approximation de la réalité. Qui est elle-même une approximation de la réalité. Donc d'après eux, cela prouve que la théorie de Newton est une approximation de la théorie d'Einstein, qui est elle-même une approximation de la réalité. Donc ça voudrait dire que les théories sont commensurables, en fait, finalement. Point. Évidemment, cet argument est faux. Point. Évidemment, cet argument est faux. Point. Évidemment, cet argument est faux. Point. Il ne serait valide qu'à la condition que la théorie d'Einstein, il ne serait valide qu'à la condition que la théorie d'Einstein, il ne serait valide qu'à la condition que la théorie d'Einstein puisse être déduite de celle de Newton, dans ce sens, puisse être déduite de celle de Newton. Point. Alors là, vous allez arrêter d'écrire, je vais donner 2-3 précisions avant de passer à la suite. Ouais. En fait, c'est important d'avoir... Enfin, c'est bien d'avoir un minimum de culture scientifique quand on parle de philosophie des sciences, parce que, alors vraiment un minimum, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obligé, moi je comprends rien à la théorie de la relativité, le seul truc que j'ai étudié c'est Newton, le reste c'est beaucoup trop abstrait pour moi, mais de comprendre au moins les mécanismes qui fondent les théories.
Les théories, en fait, ce sont des énoncés, un ensemble d'énoncés qui sont déduits d'hypothèses. Bon. Et on s'aperçoit que ces hypothèses sont contradictoires les unes avec les autres. Chez Newton, l'espace et le temps sont absolus. Chez Einstein, l'espace-temps est relatif. Chez Newton, la gravité est une force qui se transmet de manière instantanée. Chez Einstein, la gravité n'est pas une force et rien ne se transmet plus rapidement que la vitesse de la lumière. Donc ces deux théories ont des hypothèses contradictoires. Et donc, elles sont incommensurables. Alors, un des problèmes qu'on a avec les réalistes, alors, il faut savoir que beaucoup de philosophes des sciences ont une très très grande connaissance, une connaissance très importante des questions desquelles ils parlent. C'est-à-dire que la plupart l'immense majorité, l'écrasante majorité, ne parlent pas à tort et à travers, ils savent de quoi ils parlent, il n'y a pas de souci. Mais ça peut arriver parfois que certains philosophes s'aventurent de manière un peu imprudente sur le terrain de la science et ainsi prononcent des raisonnements qui, de ce fait, sont, dans le meilleur des cas, douteux, dans le pire, carrément ridicules. Et il faut comprendre que ça déchaîne, enfin, ce sont des débats qui sont des débats de raison, mais aussi des débats de passion. Il y a une professeure au Collège de France actuellement qui s'appelle Claudine Tiercelin. C'est quelqu'un que personnellement j'ai énormément lu. Je l'ai énormément lu parce que je ne suis pas du tout d'accord avec elle et que j'aime bien lire les gens avec qui je ne suis pas d'accord, pour voir s'ils peuvent éventuellement se montrer convaincants, si vous voulez. Et Claudine Tiercelin donc, est professeure au Collège de France et c'est une réaliste, mais une réaliste au sens métaphysique. Alors elle dit qu'elle n'est pas réaliste métaphysique, ça déjà c'est faux, mais elle défend le réalisme scientifique. Et ce qu'elle fait en fait, c'est que elle le fait sans doute parce qu'elle a une méconnaissance elle n'a pas de culture scientifique, même de base en fait. Je vous donne un exemple. Donc Tiercelin, c'est quelqu'un qui défend le fait que, en dépit de l'incommensurabilité apparente des théories, les théories sont quand même vraies. D'accord? Parce que, c'est l'argument que je viens de vous donner ici, la théorie de Newton serait une approximation de celle d'Einstein, donc elle ne serait pas incommensurable. Bon, d'accord? Sauf que, en fait, le problème c'est que Tiercelin ne sait pas, en tout cas, je ne sais pas si elle ne le sait pas, mais elle ne remarque pas que la mécanique quantique, qui est une théorie contemporaine de la théorie de la relativité, est incommensurable avec cette théorie de la relativité. Et donc ça c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que justement, vous ne pouvez pas soutenir que la théorie de la relativité est vraie et que la mécanique quantique est vraie. C'est pas possible. C'est l'une ou l'autre, il faut choisir. Puisque les deux ne peuvent pas être mises ensemble de manière automatique. Elles se rejettent, elles ont des contradictions les unes avec les autres. Bon. Et puis Tiercelin fait parfois des approximations un peu bizarres. Vous voyez, par exemple, elle affirme qu'en mécanique quantique, la mécanique quantique est en fait une théorie probabiliste. Alors, en un sens, c'est vrai, parce que la mécanique quantique recourt à des probabilités. Donc ça, c'est absolument indubitable. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe plusieurs interprétations de la mécanique quantique. Je crois qu'il en existe 3. Et sur les 3, 2 de ces interprétations sont déterministes. Alors que Tiercelin, elle, ce qu'elle dit que, la mécanique quantique fait appel à des probabilités, cela signifie que la réalité de notre monde est probabiliste. Mais elle ignore qu'en fait les interprétations de la mécanique quantique sont elles-mêmes déterministes, et donc pas probabilistes. Et ça l'amène à dire des choses mais complètement absurdes en fait. Moi quand je lisais ça, je me marrais même. Enfin, je me disais mais c'est pas possible quand même. Où en est arrivé le Collège de France pour nommer... le Collège de France est censé mettre dans sa chaire de philosophie la personne qui en philosophie est sans doute la plus brillante. Je vous rappellerai qu'au Collège de France, vous avez eu, en sociologie, vous avez eu Pierre Bourdieu, en philosophie, vous avez eu Michel Foucault, vous avez eu Gilles Gaston Granger, vous avez eu Jules Wimmer, donc vous n'avez eu que des gens quand même extrêmement intelligents, voilà, qui disaient des choses extrêmement pertinentes. Donc là, vous mettez quelqu'un qui raconte quand même globalement n'importe quoi. Et donc, c'est un petit peu étonnant. Enfin bref. Tout ça pour dire que Claudine Tiercelin, peut-être par manque de culture scientifique, est amenée à soutenir des choses qu'un étudiant de première année de physique pourrait complètement démanteler, si vous voulez. Non, il faut bien comprendre que cette thèse réaliste, elle est quand même très très faible, et que là, on a soulevé 3 arguments très importants. L'argument de l'incommensurabilité, il est décisif, parce que vous ne pouvez pas soutenir que deux théories contradictoires sont en même temps vraies. Alors souvent, l'argument que prennent
enfin, le contre-argument que prennent les réalistes, c'est justement l'idée de la continuité de la loi de Newton avec la loi la continuité de la théorie de Newton et la théorie d'Einstein. Bon, déjà cet argument est faux, hein. Mais bon, parce qu'ils se disent, bon, bah, de toute façon, on peut très bien imaginer que la théorie de Newton était une approximation de la théorie d'Einstein. Le problème, c'est que là, actuellement, on a deux théories contemporaines que les réalistes pensent être vraies, et ces théories sont contradictoires. Donc c'est quand même bizarre pour des philosophes de si haut niveau, qui sont passés par de si grandes écoles, de soutenir que deux choses contradictoires peuvent être en même temps vraies. Voilà, ça, c'est un peu inexplicable. Mais il faut comprendre que ça déchaîne pas mal de passions. Quand j'ai soutenu ma thèse, là, il n'y a pas très longtemps, il y a un professeur qui s'appelle Gilles Campagnolo et qui m'a dit « Vous ne pouvez pas dire ce que vous dites sur Tiercelin, vous ne pouvez pas écrire contre Tiercelin. » Bon, alors, moi, je lui ai demandé si en philosophie, on n'avait pas le droit d'écrire contre certains auteurs, s'il y avait des auteurs labellisés, interdits d'écrire contre eux. Donc, vous voyez, on a des gens comme ça, très, très dogmatiques, hein. J'utilise le mot dogmatique pour ne pas utiliser un mot un peu plus vulgaire, qui considèrent qu'il y a des choses dont on n'a pas le droit de parler. Voilà. Donc, on peut se demander si ça c'est de la philosophie. On peut se demander si c'est de la philosophie. Bon, alors, ce qu'on fera avec les autres cet après-midi, on traitera de la question de la réfutabilité des théories. Donc ça, il faudra absolument... Alors là, pour le coup, pour le 2.2, je vous conseille non seulement évidemment de récupérer le cours sur Pronote, mais de l'écouter sur YouTube, parce que je vais expliquer pas mal de choses qui sont vraiment centrales dans le programme d'épistémologie. Et le 2.2, il faut absolument que vous le récupériez. Faut pas que vous le ratiez. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, il reste à peine 2 minutes maintenant, parce que ça demande au moins une demi-heure d'explication. Donc voilà, je vous libère. Voilà.